Encore une fois, vous êtes bienvenu, Monsieur Granger, à Ankara. C'est la première fois que vous êtes en Ankara, en Turquie. Je Oui, crois que c'est c'est la première fois que je deuxième suis venu. visite en Turquie, Première fois. première fois à Ankara. Je veux d'abord commencer avec la question, c'est que vous avez une communauté de lecteurs très fidèle à vous en Turquie et une popularité extraordinaire. Comment on peut dire que vous construisez cette popularité en Turquie? Ah, écoutez, c'est un mystère pour moi parce que après la France, la Turquie est le pays où en effet j'ai le plus de succès, mais je dirais qu'il n'y a absolument aucune explication. C'est venu comme ça, d'une façon très rapide, je pense avec les rivières pourpres, il y a donc maintenant 20 ans. Et depuis, le succès est toujours resté au plus haut et j'ai jamais eu d'explication. Ça étonne toujours beaucoup mes amis en France parce que je leur explique qu'en Turquie, je suis une vraie vedette. Euh, oui, l'année dernière, une interview dans Figaro, vous disiez comme ça, en Turquie, il me traite comme une rockstar. Oui, parce qu'il y a un enthousiasme ici qui dépasse les lecteurs qui viennent signer un livre ou qui juste lisent vos livres. Il y a une vraie passion pour Granger qui fait que quand je viens, oui, il y a quelque chose que même en France, c'est pas aussi enthousiaste. Ici, il y a un enthousiasme, oui, souvent qu'on retrouve plutôt dans la musique rock ou ce genre de fans, c'est des fans. Donc ils viennent. La dernière fois que je suis venu, ils refusaient de me laisser partir de la librairie parce qu'il y avait des lecteurs qui n'avaient pas encore leur signature. Je me suis caché dans un placard. C'est pas normal pour un écrivain policier, n'est-ce pas? Aucun. C'est Agatha Christie même tout à n'a fait pas inédit parce qu'en comme ça. général, en France et dans beaucoup d'autres pays, la lecture n'est pas un domaine artistique qui suscite comme ça des fans. Donc là, c'est très étonnant ce qui se passe en Turquie. C'est comme un phénomène. Oui, vous êtes un phénomène pour la Turquie. Et continuons-nous avec votre dernier roman, Le Dernier Chasse. Pourquoi Pierre Niemens est-il revenu? C'est les lecteurs qui ont demandé ça ou c'est vous qui avez appelé au service Niemens? Comment ça Alors, se passait? en réalité, en France, Pierre Niémans, il est d'abord revenu pour la télé. C'est-à-dire que j'ai imaginé des scénarios pour une série. Et finalement, ces scénarios racontaient toujours ce même genre d'histoire qu'il y avait dans Mes Rivières pourpres, c'est-à-dire un policier parisien qui vient aider les gendarmes de la campagne parce que ces gendarmes sont dépassés par le meurtre qu'ils ont découvert. Donc quand j'ai imaginé ces histoires, je me suis dit finalement, la meilleure personne pour mener ces enquêtes, c'est Niemans, ce personnage que j'avais inventé dans Les Rivières pourpres. Et donc, contrairement à ce que j'ai toujours dit, que je ne voulais pas réutiliser des personnages, j'ai dit, bon, pour la série télé, on va faire revenir notre ami Pierre Niemans. Et il se trouve que parmi les histoires que j'ai racontées pour la télé, il y avait une ou deux histoires que j'aimais beaucoup et que j'ai considérées assez intéressantes pour faire un livre. Donc j'ai finalement fait La Dernière Chasse avec Niemans. Et là, en France, je sors là dans 2 mois un nouveau livre qui également est inspiré de la série, une autre histoire que j'aimais bien, où nous allons retrouver encore Niemans. En général, le processus est inhabituel devant le livre et après la Oui. télévision, l'émission. Alors en réalité, j'ai écrit en même temps les deux, c'est-à-dire que les scénarios s'écrivent évidemment beaucoup plus vite. J'ai donné mon scénario à la production qui ensuite a tourné la série télévisée. Et pendant ce temps-là, moi j'écrivais ma version à moi, c'est-à-dire la version romanesque de l'histoire. C'est toujours pour un auteur plus intéressant d'écrire un roman parce que on peut évidemment traiter les choses exactement comme on veut, ajouter beaucoup de détails, on est dans la tête du personnage, on peut nuancer ses pensées, son cheminement durant l'enquête. Donc évidemment, moi je suis avant tout romancier, donc j'étais
plus intéressé d'écrire mon roman. Et si on s'amusait à comparer, on verrait qu'il y a des différences quand même. Oui, les spectateurs ou les lecteurs disent ça. Il Oui. y a des différences, beaucoup de différences entre les livres et les émissions télévisées ou le cinéma. C'est une sorte de travail inhabituel. C'est un travail inhabituel parce que, en général, mes livres sont adaptés au cinéma ou en série, ou parfois j'écris aussi directement pour le cinéma ou pour les séries. Mais à ce moment-là, comment dirais-je, on vous prend votre travail au milieu du cheminement, c'est-à-dire qu'après, ça devient un film, ça devient une série, et ça vous échappe totalement. Et d'ailleurs, ce sont des métiers, l'audiovisuel, où il y a tellement de contraintes qu'en réalité, ça échappe à tout le monde. Un roman, au contraire, vous êtes derrière votre bureau et vous décidez de tout et vous n'avez aucune contrainte. Ni météo, ni argent, ni acteur. Vous faites exactement ce que vous voulez. Vous êtes très productif en ce terme, n'est-ce pas? C'est pas facile. Comment vous devenez un romancier en tant que journaliste? Vous êtes d'abord un journaliste et après ça a changé. En réalité, c'est le contraire. Je voulais être romancier, je voulais être artiste, mais autour de mes 20-25 ans, je n'avais pas encore grand-chose à raconter. Donc j'ai fait ce détour par les grands reportages, par les grands voyages. J'ai eu la chance de faire des reportages vraiment un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, j'ai compris que tout ce que j'étais en train de vivre et tous les souvenirs que j'étais en train de collecter, ça allait être enfin mon matériel pour écrire des romans. Des romans que je voulais policiers, parce que c'était ça mon genre préféré. Je voulais écrire des romans policiers, c'est-à-dire des histoires avec un mystère qui a un début et une fin. Donc peu à peu, ces souvenirs de reportage sont devenus des romans, et peu à peu, je suis devenu romancier plus que journaliste. Quelque chose que les lecteurs aussi veulent savoir. Vous êtes un Parisien, mais les forêts, les rivières ont un sens extraordinaire dans vos romans. Que vous voulez dire avec donner ce message avec les forêts, les rivières? Écoutez, moi je considère que, au même titre que le lecteur, pour l'auteur, un roman est une forme de voyage. Et moi je suis toujours heureux d'écrire des romans dans des paysages, dans des lieux qui sont très très différents de mon quotidien, de mon contexte habituel. J'aime beaucoup écrire des romans policiers à Paris, mais je suis vraiment heureux quand je repars dans la nature, et je trouve que pour un roman policier, les éléments naturels sont des éléments forts et peuvent être une toile de fond vraiment qui peut sublimer votre histoire. D'ailleurs, si vous vous souvenez, mon premier livre, c'était sur les cigognes, la migration des cigognes, qui était un thème très très naturel et même écologique. Et dès mon premier livre, je me suis dit, si j'arrive à écrire un roman policier, qu'on imagine plutôt urbain, dans les ruelles sombres de grandes capitales, mais dont finalement le moteur, le sujet central sera la migration des cigognes, là ça sera original. Oui, je veux savoir aussi, vous êtes dominant sur les religions, les rituels religieux, les rituels de chasse. Ça vient d'un travail, d'une expérience journalistique aussi? Non, ça vient plutôt d'une vision que j'ai du mal et de mes assassins, qui sont toujours alors dans le registre maléfique, mais purs. C'est-à-dire que c'est toujours des assassins qui tuent pour le plaisir, pour la jouissance du mal, ou par vengeance, mais leur vengeance est devenue comme une espèce de célébration. Donc c'est ça qui m'intéresse. Il n'y a jamais d'assassin dans mes livres qui tue pour l'argent, ou qui tue par passion amoureuse, ou ce genre de choses. Pour moi, c'est presque du mal
trop mélangé avec autre chose. Moi, ce que j'aime, c'est le mal pur. Donc évidemment, face à ce mal pur, ou comment dirais-je, connecté, mélangé, je suis toujours attiré par les rites religieux, et notamment la religion catholique, qui pourrait être une sorte de système pur, du bien. Donc j'aime beaucoup mettre face à face le mal et le bien d'une façon un petit peu élevée, spirituelle, supérieure. Donc c'est une chose que j'ai souvent traitée, et ça revient toujours au thème central de mes livres, du chevalier blanc qui va combattre le dragon noir. Donc j'aime beaucoup quand il y a un antagonisme comme ça très fort, et ça m'amène en effet à parler souvent des rites religieux, à mettre en scène des prêtres et tout ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et votre capacité d'information des affaires criminelles, ça vient d'où, les lecteurs? Alors, il faut comprendre une chose, moi j'essaie toujours de raconter des histoires originales à mes lecteurs. Donc en fait, souvent, et pratiquement tout le temps, mes assassins, la folie de mes assassins, ça vient de moi. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans les faits divers et tout ça. Finalement, j'utilise peu le matériel des faits divers parce que, encore une fois, j'ai envie de surprendre mes lecteurs. Et si vous faites un roman sur un fait divers qui a été dans les journaux pendant des semaines et des semaines, votre thème est déjà très très usé, les gens connaissent. Donc, finalement, je me réfère à moi-même et je trouve des assassins créer des personnages vraiment originaux. Très originaux et très noirs, très très noirs. On me demande souvent comment j'ai ce genre d'idées. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais ce qui est certain, c'est qu'à mesure que j'ai ces idées noires dans mes livres, dans la vie, je suis beaucoup plus pur et clean. Et les comportements des assassins, c'est vos créations, justement. Voilà. Ça permet d'évacuer. C'est une forme d'exorcisme, de catharsis. Ça évacue toutes mes... Mais ce n'est pas des pulsions meurtrières. Les gens se trompent parfois. Ce n'est pas parce que vous écrivez sur un assassin que c'est parce que vous avez envie d'être assassin. C'est plutôt le contraire. Vous parlez des choses qui vous font peur. Donc moi, j'ai toujours été... Enfant, par exemple, j'étais vraiment toujours dans la peur. Et c'est des choses que vous essayez d'exorciser en créant vous-même des méchants, mais que vous contrôlez évidemment, puisque c'est vos créatures. Vos créatures, qu'est-ce que vous êtes peur de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi j'ai peur, je pense que j'ai peur, ce dont je parle dans tous mes livres, c'est-à-dire ce dont tout le monde a peur, c'est-à-dire vous êtes dans votre maison la nuit et puis il y a un assassin qui arrive. Si vous voulez plus largement, c'est vous êtes confortable dans votre petite vie, a priori en sécurité, et puis tout d'un coup il y a un danger. Vous savez, l'être humain est très très fragile. En ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a une nouvelle maladie qui est apparue en France. Mais comment vous dire ça gentiment? Par rapport au nombre de malades, la paranoïa des Français et la crainte et la panique même est tout à fait irrationnelle. Je veux dire par là que l'homme, avec rien, il devient très 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 terrifié. Tout de suite, la mort est là. Les gens osent plus prendre le métro. Moi, on m'a dit, tu vas en Turquie. Je dis, bah justement, en Turquie, il n'y a pas de coronavirus. Oui, mais dans l'aéroport, il doit y avoir des microbes. Les gens paniquent. Et ça m'intéresse de voir ces réactions parce que c'est là où on voit derrière l'homme civilisé qui a l'air très solide, on est des petites bêtes, des petites souris, on a toujours peur. Et je crois que c'est pour ça que mes livres marchent, parce que les gens aiment bien avoir peur dans leur lit. Pensez-vous écrire un roman sur une épidémie comme ça, un assassin qui utilise un virus? Non, parce que vous aurez remarqué, dans mes livres, il y a toujours un assassin qui tue une personne. Et ce meurtre lui-même est une célébration et a quelque chose, on pourrait presque dire, de sensuel, de sexuel. C'est-à-dire, c'est souvent évidemment une femme que l'homme tue, et il y a quelque chose de très intime qui se passe entre eux. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc tout d'un coup, un assassin qui tue des milliers de gens avec un microbe, je ne trouve pas ça du tout excitant, mais pas du tout excitant même.
Vous avez besoin d'être isolé pour écrire. Oui. Vous utilisez quoi? Un dactylo, stylo, Alors, ordinateur? pour être seul pour écrire, j'utilise un emploi du temps très particulier. En ce moment, par exemple, je me lève à 3 heures du matin. Donc là, vous êtes tout seul au monde. Et ça, c'est ma technique. C'est-à-dire que la meilleure période pour écrire, c'est soit la nuit ou très tôt le matin. Mais moi, c'est tellement tôt que c'est aussi la nuit. Et là, alors, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Et on peut le dire de façon 1000 fois différente, mais l'écrivain a besoin d'être en dehors du monde. Si vous voulez créer un monde, eh ben, il ne faut pas que le vrai monde vous dérange. Donc en fait, chaque écrivain, je pense, trouve une méthode pour être isolé et seul. Et moi, donc, je me lève à 3 heures du matin, mais en plus, je porte un casque sur la tête où j'écoute de la musique, mais qui est en plus un casque, vous savez, qui coupe les sons extérieurs. Donc en fait, c'est ce casque qui représente bien ma démarche, c'est-à-dire c'est une démarche d'isolement total. Parce que le temps que vous écriviez, eh bien, vous êtes dans le monde que vous créez. Et dans la journée, les choses deviennent beaucoup plus compliquées parce que mes enfants rentrent dans le bureau, ma femme, la nounou. Là, c'est dur. Le téléphone. Un coup de téléphone, ça vous perturbe complètement. Vous avez brisé votre cloche de verre, vous voyez. Il faut vraiment réussir à s'isoler. Par contre, il y a ce mythe de l'écrivain qui part loin, seul, pour écrire. Ça, évidemment, je l'ai essayé plusieurs fois. Et alors, par contre, ça, c'est très, très déprimant, parce que ce qui est agréable dans le travail d'isolement de l'écrivain, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous pouvez revenir dans la vie. Donc moi, une fois que j'ai fini, je retrouve les enfants, je retrouve la vraie vie. Mais si vous partez tout seul dans une petite maison sur une île, bah, quand vous avez fini, vous êtes toujours tout seul. Et ça, c'est déprimant, très déprimant. Ça, j'ai arrêté de faire ce genre de choses. Quelle sorte de musique vous préférez Alors, quand même beaucoup de musique classique, à 70% de musique classique. Et souvent, je le dis, mais il n'y a aucun lien entre la musique que j'écoute et le genre de scène que je raconte. J'ai écrit des scènes d'autopsie ou de crimes horribles en écoutant Madame Butterfly ou des opéras de Handel, des choses très très jolies, très cool. Il n'y a pas de lien avec ce que j'écris. Ce qui compte, c'est d'avoir quand même cette émotion artistique, ce plaisir de la musique et l'isolement. C'est-à-dire que tant que vous êtes sous votre musique, vous êtes encore une fois en dehors du monde extérieur. Vos lecteurs disent que les scènes d'autopsie est très dures dans vos romans même. Mais il y a une raison à ça. Si vous voulez, les enquêtes que mes personnages mènent, c'est toujours une enquête sur un tueur en série. Et d'une certaine façon, ces enquêtes sont dans la tête du tueur. Pour comprendre pourquoi il tue, pour l'identifier, il faut comprendre son esprit, il faut comprendre sa folie. Et la meilleure cartographie de sa folie, ce sont en fait les corps de ses victimes. Quand on analyse ce qu'il a fait aux victimes, c'est comme une espèce de chemin qui vous mène à sa folie. Vous comprenez pourquoi, ou du moins vous ne comprenez pas tout de suite, mais ce sont des espèces de, vous savez, comme les chasses au trésor. Vous avez des indices qui vous emmènent, et malheureusement, mes chasses au trésor, les indices sont sur le corps. La dernière chasse. Oui, donc c'est très important de savoir pourquoi tout d'un coup le tueur a laissé tel détail sur le corps. Ça, ce sont des petits indices qui vont permettre au policier de mener sa route vers la vérité, vers la lumière. Et donc, c'est pas des scènes de voyeurisme, c'est des scènes qui sont très importantes parce que ce moment de l'autopsie est un moment où c'est comme si vous ouvriez une carte géographique et vous allez suivre le chemin du tueur. Et d'ailleurs, comment dire, dans tous les livres policiers, dans toutes les séries policières, c'est devenu, comment dire, l'autopsie, c'est un passage obligé. Un passage obligé. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez enfant? Quand j'étais enfant,
j'ai eu différentes périodes, mais très tôt, en même temps que je me suis intéressé aux films d'horreur, je me suis intéressé à la littérature d'horreur, disons plutôt la littérature qu'on appelle gothique. Donc vous savez, les grands classiques de la littérature gothique, c'est Dracula, Frankenstein, Le portrait de Dorian Gray, Le Moine, tous ces livres-là, et Edgar Poe évidemment. Et j'ai lu beaucoup ça, mais je dois avouer que j'étais trop petit, je ne comprenais pas très bien ce que je lisais. Mais je captais l'atmosphère générale, ce qu'on appelle l'atmosphère gothique, c'est-à-dire cette atmosphère où les ombres traînent, où tout a vous savez ce que appelait Freud l'inquiétante étrangeté. Le moindre détail devient une source de peur. Et ça, j'ai vraiment baigné toute mon enfance, hein, vers 10, 11, 12 ans, dans ce genre de littérature, ouais. Beaucoup, beaucoup. Et maintenant, vous Maintenant, c'est ce que préférez pour les policiers préférés de vous, Gorky Park par exemple? Ah oui, parce que là, il y a des grands classiques, il y a des grands chefs-d'œuvre de la littérature policière. Donc ça, bon, déjà, je ne lis pas beaucoup, parce que comme je dis toujours, quand vous passez votre journée à écrire, si vous lisez en plus le soir, en plus quand vous écrivez, quand vous êtes écrivain, lire, c'est comme quelqu'un qui vous chatouille, parce que vous lisez ce qu'a fait quelqu'un d'autre, vous dites « Ah, il faut que j'y retourne, ça vous donne des idées. » Bon, ça vous donne envie de retourner travailler, donc c'est pas du repos, pas du tout. Mais évidemment, il y a des grands classiques qui sont pour moi des classiques et qui sont aussi pour moi des romans qui m'ont donné envie d'écrire des romans policiers. Quand vous lisez des grands romans policiers, vous avez tout de suite envie de faire la même chose, d'écrire la même chose. Et en Turquie, la littérature turque, est-ce que vous suivez? Est-ce qu'il y a des écrivains que vous lisez? Alors non, je dois avouer, je suis très, très, très ignorant. J'ai lu le prix Nobel, parce que, évidemment, on se tient au courant. Mais là, on m'a parlé d'un auteur de thriller turc, ça m'intéresserait beaucoup de le lire, oui. Et votre expérience journalistique, je veux retourner à ça. Comment ça influencé votre identification écrivain? Mon expérience journalistique m'a apporté, comme je vous l'ai dit, des sujets, vraiment un matériel très intéressant, parce qu'à l'époque, j'étais journaliste indépendant. Donc avec mon ami photographe, on travaillait tous les deux, mais on devait vraiment trouver des sujets très originaux, des sujets auxquels n'avaient pas pensé les rédactions. Vous voyez, il fallait qu'on arrive avec quelque chose de vraiment... Donc ça nous a obligés à cette époque de trouver toujours des sujets étonnants, très surprenants. Et ça a été ma meilleure école, parce qu'après, quand j'ai commencé à écrire des livres, j'ai toujours voulu... oui, trouver un sujet vraiment nouveau. Vous voyez, avant tout, il faut trouver un sujet nouveau. Il ne faut pas se dire, bon, mon sujet est banal, mais je suis tellement fort que ça va devenir quelque chose de bien. Non, il faut trouver un très bon sujet au départ, un sujet inédit. Donc ça a été, comment dirais-je, ma grande école. Et puis l'autre chose qui a été importante pour moi, c'était que comme on faisait des vrais reportages, c'est-à-dire des reportages avec des voyages, des reportages avec des vrais moments vécus, avec les gens dont on parlait, des tribus, ou alors on a beaucoup travaillé sur la nature, donc on se retrouvait vraiment dans des contextes difficiles de nature, de forêt, de désert et tout ça. J'ai moi-même, en tant que personne humaine, vécu tout ça. Et ça a été une grande chance, parce que ensuite, quand j'en parle dans mes livres, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. J'imagine pas, je sais ce que c'est que dormir dans le désert, je sais ce que c'est que d'utiliser des armes à feu, par exemple. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis sur les gangs, sur la violence raciste et tout ça. Aux États-Unis, vous savez, il n'y a rien de plus facile que de se retrouver avec une arme à feu et de tirer sur des cibles et tout ça. Donc, tout ça, c'est une expérience vraiment vécue qui fait une différence avec beaucoup, beaucoup d'auteurs et surtout beaucoup de scénaristes, qui voient la vie qu'à travers les autres films. C'est-à-dire, ils n'ont aucune expérience de la vraie vie, et ça entraîne des erreurs, parce qu'un premier scénariste fait une erreur, par exemple, sur
le mécanisme de la police. Un second scénariste reprend l'erreur parce qu'ayant vu le film, il croit que c'est la vérité. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir vraiment les deux pieds dans la réalité pendant de longues, longues années. Ça, c'est très, très bien. Maintenant, ça se passe comment? Pouvez-vous trouver le temps pour... J'essaye de repartir, faire des petits reportages, mais pour mon prochain roman, quoi. Donc, c'est beaucoup plus tranquille, hein. J'y vais avec ma famille, on est loin du reporter. Mais quand même, j'essaye, oui, oui, oui. Là, j'écris... ça va être un peu nouveau. J'écris un roman historique qui se passe chez les nazis. Donc ça, c'est pas du tout original. Mais au sein de ce contexte pas original, je pense avoir une idée originale. Et là, je vais aller à Berlin. Mais là, la difficulté, c'est que Berlin a été complètement détruit. Donc, c'est vraiment pour me donner une orientation des distances entre les places et tout ça. Parce qu'il n'y a rien à Berlin qui ressemble au Berlin des années 30 dont je parlais. Mais c'est un très bon... Vous savez, alors, je me suis renseigné, il y a énormément de romans qui se passent durant cette période. Mais ce n'est pas un hasard, c'est une période et un lieu très très intéressant pour écrire une histoire d'assassin. Vous disiez arme à feu, vos lecteurs demandent une question. Est-ce que vous portez ou vous avez un arme, pistolet ou arme à feu? Pas du tout. On a la chance en France de vivre dans un pays très 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 safe. Vraiment, il n'y a pas de problème. Bon là, j'ai été cambriolé récemment, mais c'est rien du tout. Vous savez, moi j'ai beaucoup fait de reportages aux États-Unis. Là, c'est un pays dangereux. D'abord, c'est un pays dangereux parce que tout le monde est armé et que la moindre petite bagarre entre automobilistes, la moindre colère, la moindre soirée arrosée, ça peut se finir au fusil automatique. Donc là, c'est dangereux. J'ai eu une question là, sur la violence qui monte et tout ça. Mais j'étais très étonné quand j'ai enquêté sur ce problème des armes à feu aux États-Unis. Il ressortait que les Américains ne sont pas plus violents que quelqu'un d'autre. Simplement, ils ont des armes à feu. Donc, vous savez, quand vous avez une grosse crise de colère contre quelqu'un, sur l'instant, vous voulez le détruire, l'éliminer, mais eux, ils dégainent, ils tuent. Donc, ça semble triste à dire, mais l'homme, l'être humain, il faut juste lui retirer les moyens de tuer pour qu'il ne tue pas. C'est un peu triste. Mais encore une fois, la France, pour ça, est très très sévère. Donc personne n'a d'armes à feu. On n'est pas... Bon, Paris devient de plus en plus violent, mais c'est de la violence de rue, c'est pas... Et le monde devient de plus en plus dangereux dans ce temps-là. Je sais pas. Je me méfie, vous savez, des constatations. On se dit, ah, c'est de pire en pire et tout ça. Par exemple, les guerres. On dit, ah, il y a plein de guerres dans le monde et tout. C'est pas vrai. Si vous lisez dans les années 70, toute l'Afrique était en guerre, par exemple. Bah, tout ça s'est énormément calmé. La violence a reculé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se convaincre. Comme on voit les news, c'est comme le coronavirus, on croit que tout le monde a le coronavirus. C'est tout petit. Mais les médias en parlent beaucoup. Il faut savoir l'histoire en même temps pour être un bon romancier, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, vous disiez qu'un assassin, un nazi, et qui vient de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ne finissent pas encore. On voit en Allemagne. Vous savez, c'est plus intéressant encore que le nazisme et que ce groupe franchement, de cinglés qui ont pris le pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est tous les autres qui ont laissé le pouvoir se prendre. Et ça, on peut le voir partout, c'est quelque chose qui est possible dans l'homme, et c'est ça qui m'intéresse. J'ai toujours été plus intéressé par prendre un échantillon humain pour essayer de comprendre comment il fonctionne, que par les grands mouvements historiques ou politiques, parce que tout vient de l'homme. Moi, je me suis toujours beaucoup plus intéressé à Freud qu'à Marx, parce que si vous suivez Freud, vous avez déjà tout le mode d'emploi de l'homme. Une autre interview de vous, les clés d'une vie, l'année dernière, avec Jacques Essis. Vous parlez d'une lettre. C'est pour ça que vous intéressez Freud plus que Marx, de votre père, d'une lettre. C'est influencé vos romans, votre approche à l'humain.
Ben, si vous voulez, je trouve plus excitant et plus intéressant. Imaginez une rivière. Bon, vous avez son cours qui provoque des crues, des accidents, des beaux moments. Mais c'est toujours plus excitant de monter à la source, de voir comment que ça se passe au tout début. Et ce qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est le cerveau humain. Tout le reste était le développement du cerveau humain. Donc moi, par exemple, Freud, qui est alors beaucoup critiqué maintenant, il m'a beaucoup intéressé depuis toujours parce qu'il essaye de trouver les mécanismes premiers qui expliquent pourquoi l'homme est agressif, pourquoi l'homme est cruel, pourquoi l'homme pense qu'au sexe. Ça, c'est intéressant. Très intéressant même. Il y a des réponses à Freud? Vous avez rencontré des Moi, réponses? j'ai gardé toujours cette pseudo-théorie et pseudo-espoir que tout de même, l'agressivité serait toujours une réponse à une frustration, donc une frustration d'amour. Et ça, c'est la seule chose qu'on peut dire sur les tueurs en série, la seule chose générale. Ils ont tous eu, ou presque, une enfance malheureuse. Si vous voulez, au moment de la formation de l'être humain, si les choses ne marchent pas bien, si l'enfant n'a pas l'amour dont il a besoin, il devient un monstre. Ça, c'est une chose qui, pas tous évidemment, mais c'est une chose qui ressort de tous les, vous savez, il y a eu beaucoup d'affaires en Europe de pédophilie, vraiment de monstres qui s'attaquaient aux enfants. Toujours, si vous regardiez leur enfance à eux, ils venaient eux-mêmes de ce traumatisme-là. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse, cette réaction en chaîne, si vous voulez, de mauvais parents qui deviennent de mauvais parents, qui deviennent de mauvais parents, qui deviennent de mauvais parents. Moi, je crois beaucoup, alors ça semble bizarre vu les livres que j'écris, mais dans l'amour. Une dernière question. Avec les réseaux sociaux, comment vous intéressez? Instagram, Twitter? Alors, je pense que c'est d'abord une question de génération. Moi, j'ai regardé ça de loin et j'ai laissé ça loin de moi. Si vous voulez, il y a des auteurs qui se mêlent de rentrer dans ce circuit-là. Ça prend beaucoup de temps. Je vais vous dire une chose horrible, c'est comme la démocratie. C'est quelque chose qui a des bons côtés, mais de très très mauvais côtés aussi. Si vous donnez la parole à tout le monde, vous vous retrouvez avec Internet, c'est-à-dire cette cacophonie de fausses infos, de débiles qui peuvent écrire n'importe quoi. Moi, je garde tout ça à distance et surtout, je ne lis jamais un avis sur mes livres sur Internet. Jamais. Parce que la moindre critique, la moindre ligne négative, ça me contrarie pour une semaine. Je lis pas, il doit y avoir des choses gentilles, il y a des choses méchantes, je lis pas, je lis rien. Parce que c'est trop dangereux. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup.